Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire du vendredi de chez Sony. Alors, c'est un webinaire qui me fait extrêmement plaisir. Alors, je ne vais pas dire que les autres ne faisaient pas plaisir, mais celui-là, il me fait extrêmement plaisir parce qu'il me permet à tous de vous présenter Louis de Montalembert qui est avec moi à l'écran. Ça va, Louis? Oui. Ouais, bon. Ouais, alors, ce webinaire, il a un goût effectivement un petit peu particulier parce qu'il fait le lien avec le rachat de la société Pléiade Asset Management que nous avons effectué en fin d'année dernière. C'est un mouvement qui est extrêmement important pour nous, bien évidemment. On va vous l'exprimer, on va vous expliquer comment Louis et moi on s'est mariés, pourquoi on s'est très bien entendu. C'est le premier sujet. Et après, évidemment, on rentrera un peu dans la matière puisque la matière est assez sexy. On va vous présenter ce fonds Sam Cloud Révolution. Comme d'habitude, vous connaissez l'univers de ce webinaire. Vous avez un jeu de questions en bas. Vous pouvez poser des questions sur le petit onglet questions. Donc, n'hésitez pas et pas sur le chat. Voilà, plutôt sur la partie questions. Donc, et on y tâchera d'y répondre avec lui tout au long de la présentation qui devrait durer une trentaine de minutes. C'est à peu près le format habituel. Voilà. Donc, la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, c'est de vous parler du fonds Sam Cloud Révolution, qui est un fonds qui était déjà chez Pléiade, qui s'appelait PAM Cloud Révolution. Donc, on l'a renommé aux couleurs de Sony Asset Management. Un petit point rapide sur Sony. Aujourd'hui, Sony, c'est 1,3 milliard d'euros d'actifs. Voilà, donc une boîte que vous connaissez. Juste un petit point quand même, parce que vous avez assez peu ces chiffres-là d'habitude, pour faire un petit point de l'asset management français quand même. C'est toujours intéressant d'avoir ces quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 672 sociétés de gestion agréées par l'autorité des marchés financiers. Alors, tout métier confondu, hein, immobilier, private equity, dette privée, actifs liquides. Sur ces 672 sociétés de gestion, il y en a 55% qui gèrent moins de 350 millions d'euros. Donc, c'est une taille d'actif qui devient effectivement, qui peut devenir problématique. Et pour aller un peu plus loin dans la capillarité de ces chiffres, pour vous donner un autre repère qui, pour moi, est assez étonnant, les sociétés de gestion 100% indépendantes comme Sony, sur des actifs liquides qui gèrent plus d'1 milliard d'euros, aujourd'hui, on n'est plus que 12. Donc, dans un univers où, effectivement, on voit bien qu'il y a une forte globalisation, on a bien vu les grands mouvements entre BNP, AXA, Amundi, Allianz, Generali, Natixis. Aujourd'hui, de continuer d'être indépendant, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup d'indépendants qui sont connectés ici. Je pense que, un petit message un peu subliminal, mais si on veut défendre cette indépendance, il faut le faire en vrai. Il ne faut pas juste que ce soit une posture. Et si on veut défendre cette indépendance, il faut travailler avec des gens indépendants. Voilà, c'est ce que vous faites vous avec vos clients, c'est ce que nous on fait avec vous. Et plutôt que d'envoyer de l'argent à des boîtes dont j'en ai cité certaines ou d'autres, américaines par exemple, aujourd'hui en France, on a beaucoup de savoir-faire sur la gestion. On va vous en montrer un avec Louis qui a un vrai savoir-faire, mais il y en a plein d'autres qui ont beaucoup de savoir-faire. Et autant envoyer de l'argent à ces gens-là plutôt que de l'envoyer n'importe où. Si on veut défendre cette indépendance-là, ça passe aussi par là. Et je pense que c'est un premier point de départ qui permet de travailler intelligemment. Voilà. Bon, je referme la parenthèse, c'est mon petit côté un peu syndicaliste du vendredi matin, mais je trouve que c'est vraiment très, très important de continuer de batailler pour cette indépendance parce que seuls nous-mêmes pouvons la défendre. Il faut qu'on le fasse ensemble, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, on va aller directement dans le vif du sujet. Louis, tu vas nous dire ta vie, ton œuvre. Et là où je suis très, très, très content aussi aujourd'hui, c'est que dans une boîte indépendante, on avait évoqué cette indépendance tout à l'heure. Cette indépendance, elle passe souvent par les hommes. Voilà. Et la rencontre qu'on a eue avec Louis a été une rencontre ultra intéressante. Et voilà, c'était quelqu'un de très indépendant aussi. On a partagé cette indépendance, on a partagé cette volonté de développer, de faire des choses, de créer des choses. Et on en est arrivé assez rapidement à se rapprocher et à être ensemble tous les jours maintenant. Et je trouve que cette expertise, elle est assez sexy. Donc, lui, tu vas en parler beaucoup plus que moi, beaucoup mieux que moi. Donc, je te laisse te présenter et puis après, on va dérouler la présentation pour rentrer dans le vif du sujet de ce qu'on fait dans le fond et comment ça marche. Merci Christophe. Bonjour à tous. Alors, pour me présenter rapidement, d'abord, moi, je suis un homme du private equity à l'origine, d'abord en Asie puis en France. Et en fait, ce que ça dit sur ma méthode d'investissement, c'est que je cherche des entreprises de qualité à détenir sur le long terme. Donc, on est plutôt positionné sur l'investissement à long terme parce que ça permet de capter finalement la performance issue des résultats opérationnels, la progression des entreprises de l'économie réelle. Comme l'a dit Christophe tout à l'heure, donc j'ai fondé une société de gestion qui s'appelle Pléiade AM. Et donc, j'ai lancé Sam Cloud Révolution avec mon co-gérant qui s'appelle Maxence Debout. Et on s'est adossé en début d'année avec Sony AM et on en est extrêmement heureux parce que ça nous donne des nouvelles possibilités à un moment où on pense que notre thématique va vraiment se déployer de manière importante. À titre personnel, moi, je suis investisseur dans le logiciel depuis plus de 20 ans, notamment dans le cadre du private equity, ce qui fait que j'ai été membre de conseil de surveillance et je suis toujours membre du conseil de surveillance
d'au moins une société logicielle et j'ai poussé la logique jusqu'à financer une start-up qui avait un labo de recherche en IA dont j'étais le président du conseil de surveillance pendant 3 ans. Et donc, j'ai vraiment une expertise que j'ai déployée au cours des 20 dernières années qui nous a amené, avec Maxence Degout, à lancer ce fonds en connaissance de cause avec une vraie expertise autour de ce que j'appelle la cloudification de l'économie. Donc, c'est de ça dont on va parler maintenant. Alors, je pense que le vrai sujet, c'est de parler de cet univers du cloud que tout le monde connaît un petit peu, bien évidemment. On va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet, vous donner aussi beaucoup d'exemples, parce que je pense que le cloud, tout le monde connaît, mais on va rentrer dans un niveau de granularité qui, de mon point de vue, est extrêmement intéressant, parce que ça permet de comprendre un peu plus en profondeur à la fois comment ça fonctionne, comment ça a été structuré, et surtout ce que ça peut donner demain. Voilà, et je trouve que c'est vraiment le sujet le plus important de ce qu'on va vous dire maintenant. Alors, c'est vraiment une révolution dont on parle. Et j'ai repris une citation de Marc Andreessen, qui est le fondateur de Netscape et qui est un grand venture capitaliste américain, qui disait en gros qu'avec le cloud, le logiciel va manger le monde. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui et ici. Alors, c'est quoi le cloud ? Voilà une présentation justement du cloud tel nous on le regarde. En fait, on a une infrastructure qui a été créée par 4-5 acteurs, qui s'appelle, là ici c'est IaaS, Infrastructure as a Service. C'est Microsoft, AWS, Google et ces acteurs-là qui dominent ce marché. Et en fait, c'est un marché qui est très intéressant parce qu'il a été créé à l'origine par ces gens-là pour opérer leurs propres données au niveau mondial. Et puis, ils ont ouvert cette infrastructure au tournant des années 2010 à des acteurs tiers. Et ça a donné naissance à ce que nous, on appelle la superstructure du cloud et que Morgan Stanley appelle le cloud 2.0, c'est-à-dire tous les logiciels en SaaS. Alors, c'est un néologisme qui veut dire Software as a Service. C'est cette nouvelle manière de consommer du logiciel à travers Internet plutôt que d'acheter une licence qu'on installe sur un serveur. Et donc, ça permet en fait au logiciel de s'insinuer dans des pans entiers de l'économie dans lesquels il n'était pas présent. Je pense que vous êtes tous familiers avec la signature électronique qui n'est possible aujourd'hui. Les logiciels de signature électronique n'existent que parce que il y a le cloud. Donc, il y a des nouveaux usages. Et donc, nous, on regarde ça avec les logiciels dits d'infrastructure, donc qui sont en dessous des applicatifs métiers qu'on peut utiliser au quotidien. Je pense que vous êtes familier avec des sociétés comme Salesforce ou HubSpot pour le marketing. Mais voilà, Procore, ça va être pour la construction. Workday, ça va être pour les gestions des ressources humaines. Donc, en fait, on a de plus en plus dans ce que nous, on appelle le cloud B2B, des nouvelles possibilités de digitalisation pour les entreprises. Il y a un dernier point, c'est que quand on parle tech, depuis 2-3 ans, les gens pensent évidemment à Nvidia, puisque l'intelligence artificielle, qui est vraiment la révolution technologique de notre génération, a fait irruption dans les marchés essentiellement avec l'aspect hardware, c'est-à-dire Nvidia. Alors, quand on fait une analogie avec la ruée vers l'or, on pense aux vendeurs de pelles et de pioches. Nvidia, c'est ce qu'ils font. Ils vendent en fait des semi-conducteurs qui permettent aux géants d'Internet, les infrastructures de services, de créer de la nouvelle puissance de calcul. Mais une fois qu'on a vendu des pelles et des pioches, il faut savoir monétiser. Et nous, notre thèse, c'est que la monétisation de l'IA générative va nécessairement passer par le logiciel. Et donc, on a vécu en 2023-2024 l'instant hardware de l'IA générative et qu'on rentre aujourd'hui dans l'instant software de l'IA générative, c'est-à-dire le moment où on a effectivement des produits dans les logiciels et des fonctionnalités en IA générative qui permettent d'accroître les gains de productivité du logiciel et donc qui permettent de monétiser l'IA générative. Ça, c'est un exemple justement de où est-ce qu'on trouve nos entreprises. En fait, on a fait ce qu'on appelle le stack technologique d'Uber, mais ça pourrait être une autre entreprise finalement. Ce qu'on essaye de dire, c'est que toutes les entreprises sont appelées à devenir technologiques à un degré ou à un autre. Et donc là, pour Uber, derrière Uber, il y a une quinzaine d'entreprises de notre portefeuille, depuis le paiement avec Adyen jusqu'à la cybersécurité avec toute une suite Okta pour l'identification, Cloudflare pour ce qu'on appelle le edge computing. Et puis après, quand on communique avec le Uber, on utilise, sans le savoir, Twilio ou Cinch. Pour trouver le Uber, il y a un outil très intéressant qui est Elastic, qui est une entreprise qui a annoncé ses résultats hier soir et qui, en pré-market, fait plus 15. Et puis l'entreprise elle-même,
comme vous et moi, elle utilise des outils pour son marketing, Braze, HubSpot, pour la collaboration Smartsheet ou Monday. Ce que ça vise à dire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, toutes les entreprises vont devenir technologiques à un degré ou à un autre. Et je vous donne un exemple. Il y a 1 an et demi, j'étais aux États-Unis et j'ai vu la présentation de John Deere, fabricant de tracteurs, qui concluait en disant « Nous sommes une entreprise technologique qui, il se trouve, fait des tracteurs. » Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ce que ça dit en vérité, c'est que grâce au cloud, en fait, les outils John Deere utilisent de plus en plus des algorithmes sophistiqués pour optimiser la quantité d'intrants, le parcours du tracteur, même pour optimiser le jour de passage du tracteur par rapport à la météo. Et donc, on voit que le cloud donne des possibilités infinies pour digitaliser des fonctions qui étaient avant physiques. Alors, c'est un marché qui est en pleine expansion. Il faut comprendre que fin 2022, d'après Gartner, il n'y avait que 17% de l'IT des entreprises qui étaient sur le cloud. Donc, ça faisait un marché de 354 milliards d'euros. D'après Gartner, et ça, c'est des chiffres qui sont un tout petit peu anciens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils datent avant l'IA générative. Gartner prévoyait 17% de croissance par an pour arriver à une pénétration de 36% à horizon 2030. Aujourd'hui, depuis l'IA générative qui accélère cette digitalisation, on serait plutôt au-dessus de 20. Mais il faut comprendre qu'à horizon 2030, même si on n'est qu'à 17%, déjà très riche, on arrive à 36% de pénétration. La réalité, c'est que on arrivera un jour à 100% de pénétration. Ça veut dire qu'en 2030, on est encore au début de notre thématique. Donc, on est vraiment au tout début de cette révolution digitale et on a vu encore qu'un tout petit bout de cette révolution digitale. Alors, juste 2-3 exemples pour vous expliquer à quel point on est au début. Là, c'est des entreprises non cotées. Alors, Service Titan vient de se coter en bourse. Je vais vous donner un exemple et je ne vais pas vous les citer tous, mais c'est une illustration intéressante de ce que c'est que le cloud. Sense est une entreprise qui fait déjà près de 200 millions de revenus récurrents annuels, c'est-à-dire d'abonnements, dans les lavomatiques. Et on se dit là, les lavomatiques, on ne peut pas imaginer être plus loin de la tech que quand on parle de lavomatique. Et pour autant, si on branche un lavomatique sur le cloud, on comprend bien que l'opérateur d'une lavomatique peut alimenter sa comptabilité directement, voir où est-ce qu'il en est de ses consommables, de ses maintenances prédictives, fournir une app à ses clients. Ça permet aux clients de payer sur cette app. Ça permet aux clients de retenir un lave-linge, de voir où est-ce qu'ils en sont du cycle de lavage. Finalement, le cloud permet de digitaliser ce qui était avant physique, c'est-à-dire la pièce de monnaie qu'on met dans la fente. Et puis, quand je vous décris Sense, en fait, je vous ai décrit aussi Doctolib, vous êtes plus familier. Mais Doctolib, c'est la même chose. C'est-à-dire automatisation de la prise de rendez-vous, des contacts avec les caisses d'assurance maladie, de la comptabilité pour le praticien de santé. Et donc, en fait, on comprend que le cloud va permettre de faire apparaître des applicatifs qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas encore vus, dans plein de domaines de la vie des entreprises. Et voilà, on est au début de cette émergence, puisque Sense, aujourd'hui, c'est plus de 200 millions de revenus récurrents annuels avec 2% des lavomatiques aux États-Unis. Donc, le potentiel est gigantesque. Alors, c'est une thématique d'hypercroissance ou de croissance inédite, on va dire. Aujourd'hui, on compte à peu près 250 entreprises cotées dans le monde qui sont des entreprises du cloud. Il y a beaucoup de candidats à la cotation, ce qu'on appelle ici des centaures, c'est-à-dire des entreprises qui ont dépassé les 100 millions de revenus récurrents annuels. C'est des business models dans lesquels on est dans des systèmes d'abonnement payés d'avance, donc ce qui est très intéressant. Et on a des croissances qui sont assez inédites puisque Salesforce, qui est un peu le papy du cloud, a mis 5 ans pour passer de 100 millions à 1 milliard de revenus récurrents annuels. C'est déjà un rythme absolument époustouflant. Mais plus près de nous, si on prend Snowflake, qui est une entreprise américaine qui a été fondée par des Français, Snowflake faisait 97 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2018. 5 ans plus tard, en 2023, a fait 2,8 milliards. Donc, c'est fois 28 en 5 ans. Et l'année dernière, en 2024, on était à 3,6 milliards. Donc, vous voyez, c'est vraiment des taux de croissance tels qu'on en a peu vu. Et en fait, c'est possible parce qu'on est sur des systèmes d'abonnement payés d'avance. Il faut comprendre que dans l'économie normale, quand on veut croître, il faut construire une usine, il faut constituer des stocks. Donc, la croissance mange du cash. Ici,
plus on conquiert des clients, plus on a des gens qui vous payent un abonnement d'avance ou de la consommation d'avance. Donc, on a un besoin en fonds de roulement négatif, ce qui est extrêmement attractif pour le déploiement de ce secteur, avec en plus une infrastructure mondiale qui est le cloud. Donc là, je n'ai pas besoin de construire des routes ou de construire des usines. Directement, je construis un logiciel, je l'injecte dans le cloud et je peux atteindre des clients partout dans le monde sans avoir d'investissement physique. J'en profite, Louis, parce qu'il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure. Je vais en prendre une là tout de suite parce qu'elle est extrêmement importante pour la bonne compréhension de ce qu'on est en train de se dire. On nous pose la question de savoir c'est quoi le lien entre le cloud digital et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on parle d'automatisation dans les deux cas, mais c'est quoi le lien entre les deux activités? Je vais te dire, en fait, l'intelligence artificielle générative, qui est celle que l'on connaît le plus de nos jours, elle n'est possible que quand on a des grandes quantités de données sur lesquelles on peut travailler. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est possible finalement et elle ne peut se diffuser que par le cloud. C'est-à-dire que, en fait, le cloud permet d'unifier, alors qu'on est sur une IT décentralisée, permet d'unifier les données d'une entreprise. Avant, on avait des données dans le serveur de Tokyo, certaines dans le serveur de Paris, d'autres dans le serveur de New York. Aujourd'hui, grâce au cloud, elles sont toujours délocalisées un peu partout dans le monde, mais il y a des outils pour les organiser, générer des signaux et surtout entraîner des modèles. Et ensuite, la diffuser, puisque pour la diffuser, nous, notre thèse, c'est que ça passe par le logiciel et c'est une thèse qui est en train de se vérifier dans le marché. Et le logiciel, derrière, est distribué par le cloud. Donc, aux deux bouts de la chaîne, on a besoin du cloud pour l'IA générative. Et c'est pour ça que les entreprises vont être appelées à de plus en plus être sur le cloud, parce que si elles veulent bénéficier de l'IA générative, à savoir mettre des modèles fondationnels dans leur propre dataset, avoir des réponses les plus pertinentes pour elles. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginons Airbus qui a une documentation qui est juste stratosphérique en termes de quantité. Je crois qu'il y a plus de 100 000 pièces dans un avion Airbus. Ça veut dire que vous avez des spécificités techniques pour chacune des pièces, vous avez des procédures. Donc, c'est un fonds documentaire qui est gigantesque. Si on peut mettre dedans un modèle fondationnel, ce qu'on appelle un LLM, un chat GPT, ça veut dire que tout d'un coup, un agent de Airbus peut interroger la base documentaire en langage naturel, alors qu'avant, il fallait qu'il trouve le formulaire F235-6 pour comprendre comment cette pièce s'engageait. Donc, c'est sans limite. Voilà. Et il faut le cloud. Ça marche. Très clair. Alors, le fond, alors maintenant qu'on a parlé un peu de l'univers, globalement, il y a quoi dedans, on fait quoi et comment on arrive à faire gagner de l'argent à nos clients? Alors, le fonds, en fait, il faut comprendre d'abord, c'est un fonds action internationale. On va pas se cacher les yeux. Aujourd'hui, on est à dominante US parce que c'est là où on trouve les meilleures entreprises, mais on est totalement agnostique en termes de géographie. Donc, on va chercher les meilleures entreprises en Europe et en Asie, et il y en a qui vont émerger. Donc, on a des bonnes chances de s'élargir. Et il est exclusivement sur le cloud B2B, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une vague de digitalisation des entreprises. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas forcément de Meta ou de Netflix et des choses qui sont plus liées à la consommation nous intéressent moins. Ensuite, on a organisé dans 4 sous-thématiques ce qu'on a appelé d'abord la migration cloud. C'est finalement des fonctionnalités qui existaient dans le logiciel traditionnel et qui sont remplacés par des acteurs qu'on appelle cloud native. Par exemple, le CRM, c'est vieux comme le monde, mais aujourd'hui, il faut être réaliste, c'est totalement remplacé par des acteurs type Salesforce ou HubSpot dont on parlait tout à l'heure, ou Brevo pour un acteur français. Ensuite, on a les nouveaux usages. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de DocuSign ou Sense même. C'est toutes ces possibilités absolument incroyables qui sont offertes par le cloud, par la possibilité du logiciel d'aller digitaliser des process qui avant étaient physiques et donc inclure des gains de productivité, de l'efficacité. Ensuite, on a, je vous en ai parlé il y a un instant, ce que j'appelle les data solutions. C'est ces nouvelles possibilités offertes par le cloud d'organiser les données d'une entreprise, de les rendre intelligibles, de générer des signaux. Donc ça, c'est des sujets extrêmement importants. Et puis, comme on est sur une IT qui est décentralisée, on a une nouvelle architecture de cybersécurité. On aurait parlé cybersécurité il y a 5-6 ans. On aurait parlé de Symantec et de McAfee. Vous devez tous vous souvenir de McAfee sur vos ordinateurs. Eh ben, je me demande qui aujourd'hui a encore McAfee sur un ordinateur. Typiquement, Sentinel-One vient de signer
avec Lenovo, qui est le plus grand acteur de PC, hein, c'est 25% de part de marché mondial. Et maintenant, il y aura du SentinelOne sur tous les Lenovo. CrowdStrike, qui est une entreprise qui faisait 117 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2017, donc il n'y a pas si longtemps, a fait 3,5 milliards l'année dernière. Donc voilà, on est sur des acteurs montants extrêmement importants. Alors, c'est un fonds article 8 SFDR. On l'avait conçu au début comme un article 9, donc on peut dire que c'est un article 8+. Ce que je veux dire par là, c'est que quand la réglementation s'est un petit peu renforcée, on a trouvé que c'était compliqué de rester article 9, donc on a décidé d'être article 8. On suit toujours, cela dit, 2 ODD, ce qui est plutôt notre caractéristique avec article 9, 2 ODD de l'ONU. Et puis le fonds est labellisé ISR. Alors, on va rentrer dans quelques chiffres, si ça intéresse du monde, hein. C'est pas obligatoire, mais je pense que ça peut être intéressant de voir comment ça fonctionne, et surtout ce qui m'intéresse aussi, parce que moi je l'ai vécu avec toi depuis le moment où on a commencé à se parler. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais l'année passée. Et c'est intéressant de voir comment cela se transmet aujourd'hui avec l'évolution du marché, même si le temps est court depuis le début de l'année, mais c'est intéressant de voir un peu le lien entre tout ça. Alors, moi, mon ADN de gars qui vient du private equity, c'est de s'intéresser d'abord à la performance opérationnelle des entreprises et ensuite d'essayer de rattacher cette performance opérationnelle à la performance boursière, qui est souvent décalée d'ailleurs par rapport à la performance opérationnelle. Mais ma boussole reste la qualité opérationnelle des entreprises. Et finalement, ce qu'on disait début 2024, c'est bien de revenir un an en arrière. C'est le même message qu'on disait début 2023, à l'époque où tout le monde annonçait une récession. Et c'est intéressant de se le remémorer parce que c'est ce qu'on dit toujours début 2025, alors qu'en ce moment, on commence à avoir des doutes sur l'économie américaine. C'est qu'on a une croissance qui sera toujours persistante. Et ça, c'est intéressant de garder à l'esprit qu'on est dans des modèles d'abonnement avec une attrition qui est minimale. C'est-à-dire les entreprises renouvellent d'une année sur l'autre. Donc, en fait, les commerciaux empilent des clients année après année et donc on a une croissance qui est persistante. On a une profitabilité qui est en nette hausse année après année parce que pareil, on a un vrai effet de levier de la croissance sur les coûts et d'autant qu'avec l'IA générative, on va probablement avoir des gains de productivité chez les éditeurs de logiciels. La troisième chose, c'est que on a une génération de trésorerie qui est très abondante. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Les clients payent d'avance. Donc, ça veut dire qu'on rentre du cash en rentrant des nouveaux clients. On a des entreprises qui sont surfinancées. On a 96% de notre portefeuille qui investit dans des entreprises qui sont en situation de trésorerie nette positive. Donc, c'est colossal. Et on entend beaucoup parler des valorisations aux États-Unis qui seraient chères, etc. Dans l'absolu, quand on regarde les grands indices, c'est vrai, mais en fait, c'est des valorisations qui sont chères à cause de quelques acteurs. Et il se trouve que nous, dans le logiciel, les valorisations sont vraiment extrêmement raisonnables. Et donc, ça, c'est ce qu'on disait début 2024. Et qu'est-ce qu'on a constaté en 2024 ? Alors, là, je vous ai donné que les chiffres des 9 premiers mois parce qu'on a des exercices un petit peu décalés, ce qui fait qu'on n'a pas encore collecté tous les chiffres de l'année, mais ils vont ressembler à ça, un peu au prou sur l'ensemble de l'année. On a 22% de croissance des chiffres d'affaires en moyenne. C'est notre portefeuille dont on parle. On a une profitabilité qui, sur 9 mois, est en hausse de 59%. D'accord ? C'est des marges qui passent de 14,9 à 19,5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, est-ce que ces gens ont coupé des coûts pour avoir un tel bond de profitabilité ? En fait, quand vous avez une croissance de 22% du chiffre d'affaires, il suffit de ne faire croître vos coûts que de 16%. Et c'est ça l'effet de levier qui est incroyable dans ce secteur. Ensuite, je vous parlais de génération de trésorerie. On a 33 entreprises dans notre portefeuille qui ont généré sur 9 mois 34 milliards de dollars. C'est quand même des sommes qui sont gigantesques et qui sont allées s'ajouter. Alors, il y a eu des rachats d'actions pour 22 milliards, mais on a une pelote, si je cumule la trésorerie nette de nos entreprises, c'est 72 milliards. Donc, ça donne un confort incroyable. Je sais qu'en bourse, le risque, c'est la volatilité, mais moi, en tant qu'investisseur, le risque que je prends, c'est la qualité du business de mon sous-jacent. Là, on est sur des ventes récurrentes et c'est la qualité bilancielle de mon entreprise. Donc, il ne faut pas perdre de vue ce risque. Et donc, moi, je dis, en fait, notre stratégie, même si elle a une certaine volatilité en bourse, en réalité, elle est très peu risquée sur le long terme.
Ouais. Alors, ça, très rapidement, c'est pour vous expliquer la mécanique. En fait, si on regarde le camembert à droite, j'ai rangé toutes les entreprises du portefeuille en fonction de leur niveau de marge. En rouge, c'est des marges inférieures à 0. Ensuite, c'est 10 à 20, 20 à 30, 10 à 20, 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30 et au-dessus de 30. Il faut savoir que depuis plus de 20 ans que je suis dans le logiciel, les marges à maturité dans le logiciel, quand on est en distribution SaaS ou indirect, c'est plus de 30%. Et ça ne change pas. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce que les entreprises font ce voyage de marge inférieure à 0 vers des marges qui sont au-dessus de 30%. Aujourd'hui, le portefeuille, on peut aller au slide suivant, ça le montre sur 3 ans. Aujourd'hui, le portefeuille, il est environ à 20% de marge. Ça vous donne le degré de maturité du portefeuille. Mais le portefeuille d'aujourd'hui, j'avais fait l'exercice sur le premier semestre. C'est amusant de regarder les logos voyager depuis le premier semestre 2021, où le portefeuille d'aujourd'hui comptait 37% d'exposition à des entreprises en perte et avec des pertes moyennes de 18%. Un an plus tard, c'était plus que 18% avec le même portefeuille et seulement 11% de pertes. Et encore un an plus tard, c'est-à-dire au premier semestre de 2024, c'était plus que 7% avec une perte qui était réduite à 3,2%. Et donc, on voit, si on regarde les logos, si je regarde Smartsheet, c'était négatif au premier semestre 2022, c'était dans 0 à 10 l'année dernière et 10 à 20 cette année. Et ça, c'est très intéressant, ça montre bien une mécanique qui est implacable sur la création de richesse des entreprises de ce secteur. Alors, si on repart un peu, on parlait de valorisation tout à l'heure. J'aime bien prendre un référentiel long qui est un indice qui s'appelle le BVP Emerging Cloud Index, qui est inconnu de tous, mais qui regroupe que des entreprises logicielles cloud et dans lequel on retrouve à peu près les 3/4 de notre portefeuille. Il faut savoir que cet indice, là, on a une longévité sur 10 ans, on le bat en moyenne de 3 ans par an. 3% par an, pardon. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre, c'est un multiple des ventes et ça nous montre assez simplement qu'on est revenu aujourd'hui sur les multiples qu'on avait dans la première moitié de la décennie et qu'il y a eu une bulle qui s'est constituée liée à la baisse des taux d'intérêt à la fin des années 2010 et que quand les taux sont remontés en flèche en 2022, et ben, les mêmes causes ayant les mêmes effets, les multiples se sont effondrés. Donc, il y a eu un éclatement de bulle. Je sais que l'année 2022 peut paraître un peu effrayante quand on regarde les performances du secteur, mais en fait, ça n'est que le signal de l'éclatement d'une bulle. Aujourd'hui, on n'est pas en situation de bulle comme on peut le voir, et donc ce qui s'est passé en 2022, c'est un peu le 2008 de la tech. Donc ça, c'est les multiples. Et finalement, si on regarde cet indice sur les 10 dernières années, c'était certainement l'une des thématiques les plus rémunératrices. Alors, vous allez me dire, oui, c'est super, les 10 dernières années, on peut gérer avec un rétroviseur, mais ça ne sert à rien. Mais la vérité, c'est que, comme je vous l'ai expliqué au début, on est au tout début de la pénétration. Et donc, moi, je suis intimement persuadé, et Sony l'est avec moi, que ça sera une thématique exceptionnelle dans les 10 prochaines années. Et j'en suis d'autant plus persuadé que, à titre personnel, d'abord, c'est moi qui ai sidé le fonds sur mes propres deniers et qu'aujourd'hui, j'ai plus de 25% de mes avoirs personnels qui sont investis dans le fonds. Donc, on pourra dire que je ne suis pas un bon allocataire, mais certainement que je suis un homme de conviction et que je mets mon argent dans ces convictions. Donc, je suis persuadé que ça va être une super thématique pour les 10 prochaines années. Notre performance, alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? 2022, on oublie, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça a été l'éclatement de la bulle. 2023, ce qui est intéressant, c'est que c'est la microéconomie. Vous savez, ce sur quoi moi je travaille au quotidien, c'est la microéconomie qui reprend le pouvoir. Alors, avec des moments d'anxiété, mais notre performance est de 45% en 2023. Et surtout, on fait 10 points de mieux que l'indice dont je vous ai parlé tout à l'heure, le BVP Emerging Cloud Index. Et ça montre bien qu'on a bien sélectionné les valeurs et qu'on a sélectionné les valeurs qui avaient affiché le plus de croissance des résultats. L'année dernière, ça a été une année plus compliquée qu'anticipée parce que dans la première moitié de l'année, alors que le Nasdaq montait dans des sommets, on a baissé. Et on a baissé pour une raison assez simple, c'est que dans la tech, il y a eu un effet d'éviction où tout l'argent est allé s'investir dans Nvidia et dans l'écosystème de Nvidia. D'accord ? Tous les portefeuilles, et aux États-Unis, c'était 9 portefeuilles sur 10
qui avait du NVIDIA. Nous, on n'était que logiciel. Donc, il y a eu un sous-positionnement historique dans les portefeuilles du logiciel, combien même les chiffres étaient extrêmement satisfaisants. Et donc, nous, on a beaucoup communiqué à l'époque sur le fait que cette situation n'était pas tenable. Depuis la mi-année, on explique qu'il va y avoir un retournement et qu'on va rentrer en plus dans l'instant software de l'IA générative. Alors, en 2024, ce n'était pas encore cette bascule-là, mais c'était quand même une rotation après un excès. Et effectivement, dans la deuxième moitié de l'année, c'est là qu'on a fait la performance de l'année, avec 2 points de mieux que le BVP Emerging Cloud Index. Depuis le début de l'année, on s'en sort plutôt pas mal dans un contexte qui est plutôt chahuté, comme vous avez pu le constater, puisque le Nasdaq est à -2. Nous, on est encore en performance positive. Il y a des craintes sur une récession aux États-Unis. C'est sûr que ce ne sera pas bon pour les actions s'il y a une récession aux États-Unis qui pourrait être induite par la nouvelle administration. Il y a quand même une vérité qu'il faut garder à l'esprit, c'est que 2025, c'est l'année du logiciel. Si je reviens un tout petit peu en arrière sur la perte de l'année dernière, 16%, on a quand même été aidé par le dollar, donc c'est peut-être 8% de perf hors dollar. C'est très très peu quand on considère que les ventes ont augmenté de 22% et les profits ont augmenté de 59%. Donc quand on parle de valorisation excessive, il faut comprendre que le logiciel a dératé l'année dernière, c'est-à-dire autrement dit les multiples ont baissé. Et donc c'est pour ça que nous on pense que 2005 c'est vraiment l'année du logiciel parce qu'il y a un double cycle favorable. Le premier, c'est que après le Covid, durant lequel les entreprises ont dû se digitaliser à marche forcée, il y a eu une phase un peu difficile de rationalisation des dépenses cloud par les entreprises. Donc, on a eu un ralentissement de notre croissance. Et là, on est vraiment à la fin, on utilise des plateformes qui vont interviewer des CTO partout dans le monde. On est totalement à la fin de cette phase d'optimisation. Donc, on devrait avoir à nouveau une reprise de la croissance. Alors, réaccélération, quand je dis reprise, puisqu'on était déjà quand même à 22% en 2024, mais le deuxième cycle favorable, c'est que l'année dernière, toutes les entreprises de logiciels ont travaillé à construire des fonctionnalités en IA générative et que là, elles arrivent sur le marché et que finalement, quand on regarde ServiceNow, qui est un des précurseurs, ou GitLab, la réponse du marché est extrêmement favorable. Il faut juste se souvenir qu'un logiciel, ça n'est jamais qu'une interface homme-machine et que l'IA générative, c'est vraiment l'outil pour automatiser un certain nombre de tâches de l'homme dans cette interface. Or, l'homme, c'est ce qui coûte cher. D'accord ? Donc les fonctionnalités d'IA générative vont vous arriver par les logiciels. Alors, en conclusion… Moi qui suis d'habitude très très bavard, là je suis un peu sans voix quand même. C'est-à-dire que honnêtement, c'est assez passionnant avant d'aller à la conclusion, mais c'est assez passionnant parce que alors maintenant, moi, ce sujet, je côtoie Louis tous les jours, donc je l'ai intégré. Ce qui semble assez passionnant dans tout ce qu'on vient de se dire, et surtout ce qui me saute moi au visage, alors je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais c'est que ce qu'on est en train de se raconter, la seule chose dont je suis à peu près certain, c'est que c'est irréversible. On ne pourra pas revenir en arrière. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de se raconter, tout ce qui est en train de se passer, c'est vrai que la thématique du départ, le logiciel va manger le monde, ça peut faire peur, mais au bout du compte, si on traite ça intelligemment et si les hommes traitent ça intelligemment, je pense qu'on est devant nous, devant une vraie révolution technologique, ce que tu es en train de raconter. Et ce côté irréversible, c'est à la fois rassurant d'un point de vue financier, de dire la thématique, elle a du sens et qu'à un moment donné, ça ne va pas s'arrêter demain. Voilà. Et l'autre élément qui est extrêmement important, et tu vas le dire dans la conclusion, mais ça me saute au visage quand je vois l'ensemble des exemples que tu as donnés, c'est que moi, je suis toujours un peu mal à l'aise avec les thématiques, entre guillemets, monothématiques. Mais là, on voit bien qu'il y a un côté transversal qui est assez incroyable. C'est-à-dire que toutes les boîtes du monde, et nous, on en fait partie, et vous en faites partie, vraiment, c'est un élément qui me saute au visage à chaque fois que tu le dis, mais sont amenés à devenir technologiques à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de choix. Donc, tous ces éléments-là qui sont cette irréversibilité, cette transversabilité et ainsi de suite, je trouve que c'est absolument passionnant et je pense que c'est une thématique en plus sur un temps long. C'est pas un truc spot où on se dit voilà, il y a un coup à faire et les valos sont un peu moins bonnes aujourd'hui et donc je vais y aller parce qu'il y a un coup à faire. C'est pas une histoire de coup. C'est-à-dire que c'est une histoire vraiment sur un terme extrêmement long. Oui. Et quand Christophe dit qu'on est aussi tous amenés à devenir plus technologiques, vous n'avez pas parlé de tous les outils tech que nous, on utilise pour monter nos dossiers, mais c'est de plus en plus incroyable. Et avec l'IA générative, on va faire des trucs qui sont incroyables parce que
quand on fait du stock picking comme nous, en fait, on lit beaucoup de choses, ça s'appelle des données non structurées. Et aujourd'hui, on va avoir des outils qui vont nous permettre d'être beaucoup plus pertinents dans notre manière de travailler. Et ce que j'aime de notre thématique, finalement, c'est que j'ai rencontré énormément d'investisseurs et finalement, la tech, ça fait toujours un peu peur. C'est pas dans notre conscience collective d'Européens, c'est plutôt un truc d'Américains. Et donc, on se dit toujours que c'est un élément magique pour mettre un peu d'épices dans les portefeuilles de manière tactique. Or, comme l'a dit Christophe, la tech, c'est le monde de demain. On va tous devenir de plus en plus technologiques. Donc, il est grand temps de s'y intéresser. Et nous, on a essayé de faire justement une thématique de tech qui est hyper lisible. C'est-à-dire qu'on comprend tous qu'on a de plus en plus de logiciels, d'abonnements, que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Donc, c'est palpable, cette thématique. C'est une thématique en plus de mutation économique. Donc, on parle de ralentissement économique, peut-être de récession aux États-Unis. Je ne vais pas dire qu'on est immunisé contre ça, mais disons qu'on passera de 22% à 12% de croissance. On sera toujours en croissance. Alors, et derrière, on rebondira. Et ce n'est pas des chiffres que je dis au hasard, parce que finalement, on a eu la grande dépression de 2009, 2008, 2009, et c'est à peu près les chiffres qu'on a constatés dans les entreprises du cloud. Donc, c'est un des rares secteurs qui va rester en croissance avec des profits qui vont être en croissance s'il y avait une récession de demain. On est sur des gains de productivité. Donc, si on a une récession, et ça explique aussi le fait qu'on est un peu immunisé, c'est que s'il y a une récession, chacun va devoir aller trouver des gains de productivité. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, 40% des paiements d'entreprise à entreprise se font par chèque papier, d'accord? Et donc, il y a une entreprise qui s'appelle Bill, qui est dans notre portefeuille, qui fait de l'automatisation de facturation, qui a calculé que le traitement d'une facture papier, c'était à peu près $22 par facture. Et le premier module de Bill permet d'économiser $7 sur le traitement de cette facture. Qui peut se permettre de ne pas faire ces gains de productivité dans un cadre complexe? Effectivement, comme disait Christophe, c'est transverse et multisectoriel. Procore, c'est la construction. Viva, c'est la santé. Et après, vous en avez plein qui sont transverses sur tous les secteurs quand vous êtes sur des logiciels d'infrastructure. Bon, vous avez compris que moi, j'aime la qualité. Donc là-dessus, je ne transige pas. On utilise des plateformes pour essayer de comprendre la qualité des produits. On prend les leaders de chacun des marchés avec des marchés adressables totaux qui sont colossaux pour avoir de la croissance longue pendant très longtemps. Ensuite, l'IA générative, c'est un vrai accélérateur. L'année dernière, ça nous a coûté au niveau boursier parce que Nvidia a pris tout l'argent, mais c'est intéressant parce qu'on est le lendemain des résultats de Nvidia et Nvidia, hier, a fait moins 8% sur des résultats qui pourtant étaient de très bonnes factures. Donc, ça montre bien que les fluons sont en train de passer du côté du logiciel. C'est pour ça qu'on est à plus 2,5 avec un Nasdaq à moins 2 depuis le début de l'année. Et finalement, on a des multiples qui sont très attractifs aujourd'hui. Quand on parle de cherté du marché américain, OK, je veux bien l'entendre sur les grands indices, mais nous, on n'est pas les grands indices, on n'est pas dans les méga caps, les Microsoft, etc. Nous, on a des valorisations qui sont tout à fait attractives. Et ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles moi-même, je suis lourdement investi dans ce fonds que je trouve exceptionnel. Voilà tout ce que j'avais à dire. Alors, non, c'est pas fini. Parce qu'on a quand même plein de questions. Et tant mieux, on va essayer d'y répondre. On va prendre le temps qui va bien. Alors, j'ai déjà 1000 questions qui me concernant le référencement chez les assureurs. Donc, aujourd'hui, les référencements sont ce que vous avez à l'écran. Donc, il nous manque à date AXA, Viplus, dans les plateformes traditionnelles avec lesquelles vous travaillez. C'est en cours. Je veux bien, pour ceux qui bossent et avec AXA et avec Viplus, s'il y a un besoin spécifique, effectivement, de m'envoyer un message, voilà, ou à Paul ou à moi, voilà, un mail pour dire, voilà, on travaille avec AXA, on travaille avec Viplus, et comme ça va accélérer cette partie-là. Vous avez déjà un bon panel de boîtes que vous connaissez qui sont à l'écran, donc c'est souscriptible, voilà, dès lundi. N'hésitez pas, on sera ravis. Donc ça, c'est le premier sujet sur la partie plateforme. Après, j'ai plein de questions. Alors, ça va être un peu déstructuré, mais c'est pas très grave. On a beaucoup parlé de boîtes américaines, Louis. On a des questions sur quid de l'Europe, quid des boîtes comme OVH ou SAP. C'est quoi les éligibles européens ou autres d'ailleurs que l'Europe. D'ailleurs, on pourrait avoir des boîtes israéliennes. Je crois que Monday est une boîte israélienne. C'est quoi l'univers hors US? Est-ce que c'est intéressant? C'est pas intéressant? Est-ce que les boîtes françaises c'est bien? C'est pourri? Enfin, c'est un petit focus là-dessus.
Oui, il y a des entreprises partout dans le monde. Je vous ai parlé de 250 entreprises. Après, dans notre process d'investissement, on raccourcit à 130 entreprises qui nous intéressent. Quand on parle d'OVH, nous, ce qui nous intéresse, c'est les meilleures entreprises dans le monde. Et donc, on a considéré OVH, mais c'est vraiment pas une bonne boîte. Et donc, on préfère avoir Digital Ocean, qui est l'équivalent américain, c'est-à-dire une plateforme plutôt pour les PME. Mais par exemple, on a effectivement SAP qui est un leader mondial. On a un autre leader mondial européen qui est Adyen dans le paiement et qui est bien mieux que PayPal qui est américain. Donc nous, on préfère Adyen à PayPal. Mais il faut admettre qu'aujourd'hui, en Europe, dans notre thématique, dans notre portefeuille de 33 valeurs, on n'a que 10% d'Europe. On est resté à l'écart de la Chine parce que c'était compliqué, qu'on avait des doutes sur la gouvernance. Donc là, on commence à re-regarder. On avait à une époque une entreprise japonaise. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est principalement coté aux États-Unis et Christophe a tout à fait raison de dire qu'on a notamment des entreprises israéliennes comme Monday ou Sentinel One, où on a eu une entreprise canadienne qui est Shopify, je pense que vous connaissez. Donc il y a Elastic qui a annoncé ses résultats hier soir, est incorporé en Hollande, mais coté aux États-Unis. On pourrait avoir, on attend des champions. Il y a un champion français qui s'appelle Dataiku, qui est une boîte française, mais qui se cotera très probablement aux États-Unis. Après, Doctolib devrait se coter aussi en 2025-2026. On a beaucoup de rapports avec le private equity pour essayer de comprendre qui va venir sur les marchés. Et donc, ça se cotera en France. Donc, il y a Planisware qui s'est coté il y a peu de temps en France. Le problème qu'on a, par exemple, avec une boîte comme Planisware, c'est le fait qu'ils font que 130 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance de 20%. Et ils ont choisi d'être ultra bénéficiaires. Or, nous, on pense que ce sont des marchés mondiaux. Et quand on fait que 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, on risque de perdre des parts de marché si on ne va pas à la conquête de son marché. En gros, c'est des boîtes qui, quand elles font encore quelques centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, doivent être déficitaires et avoir des taux de croissance supérieurs à 30%. C'est comme ça qu'on regarde les choses. Donc, il faut vraiment avoir des entreprises qui ont cette compréhension-là. Et pour l'instant, on les trouve plus facilement aux États-Unis ou en Israël parce qu'ils ont la même logique de comprendre que c'est des marchés mondiaux. Mais on s'intéresse au monde entier. On espère bien avoir un peu plus d'Europe à court ou moyen terme. Alors, je vais essayer de regrouper quelques questions sur là plus une partie thématique sur la typologie des softwares qui sont intégrés, en tout cas des boîtes qui nous intéressent. Est-ce que c'est plus des logiciels plutôt applicatifs, plutôt de l'infrastructure? C'est quoi un peu les canons de beauté d'une boîte qui pourrait être intégrée dans le portefeuille? Alors peut-être, Christophe, pour revenir sur le slide de la pyramide, parce que c'est une bonne illustration, et je suis passé très vite là-dessus, mais pour expliquer justement, c'est presque la première. Au-dessus, voilà. En fait, aujourd'hui, on est essentiellement sur le logiciel, donc ce qui est entre les pointillés. Ça ne veut pas dire qu'on restera que sur le logiciel, on pense que c'est le moment. Et là, on voit bien, il y a trois types. En fait, les logiciels d'infrastructure qui font tourner les applicatifs dans lequel on a mis la cybersécurité. Donc, on voit assez clairement notre portefeuille aujourd'hui, c'est quoi? C'est 40% des applicatifs métiers, 60% de l'infrastructure avec de la cybersécurité. Alors, Cloudflare, c'est de la cybersécurité aussi, donc on pourrait le mettre à mi-chemin entre les deux. Mais on s'intéresse beaucoup à tout ce qui fait tourner le système parce que, notamment, on pense que sur l'IA générative, va avoir besoin de gens comme Snowflake ou MongoDB qui sont des bases de données NoSQL. La base de données, je vous donne un exemple, c'est un marché de 90 milliards de dollars qui croît à 13% par an, qui est dominé par Oracle, que tout le monde connaît. MongoDB, c'est une boîte qui est en train de manger des parts de marché, ça fait que 2 milliards de chiffre d'affaires, ça a une croissance de 25%, donc ça le double du marché, et ça adresse vraiment ces nouveaux besoins de bases de données qui peuvent traiter ce qu'on appelle des données non structurées, c'est-à-dire des données textuelles. Voilà, ça reparle, on reparle d'IA générative où tout d'un coup on peut traiter des données textuelles. Il faut ce genre de truc. Elastic, c'est une boîte hollandaise à l'origine. Je vous en ai parlé sur Uber pour pouvoir trouver le Uber, mais c'est aussi ce qu'on appelle des bases de données vectorielles. Et en fait, c'est un outil qui est essentiel dans l'IA générative. Donc ça va beaucoup se déployer à mesure qu'on va avoir des applicatifs
ou des fonctionnalités qui utilisent de l'IA générative. Donc voilà, GitLab, c'est une plateforme de codage. Typiquement, l'un des cas d'usage les mieux démontrés aujourd'hui de l'IA générative, c'est l'automatisation du codage ou l'assistance au codage. Il y a une étude qui a été menée avec 100 codeurs, 100 développeurs qui ont eu la même mission. Il y en a la moitié qui utilisait GitHub, l'autre moitié GitHub Copilot, c'est-à-dire de l'IA générative. Donc, c'est l'équivalent de GitLab chez Microsoft. Ceux qui avaient GitHub sans Copilot ont mis 2h47. Ceux qui avaient GitHub avec Copilot ont mis 1h11. Donc, c'est pour la même mission. Donc, c'est un gain de productivité de 56%. C'est une bonne illustration. Après, au-dessus, vous avez les applicatifs métiers. Donc, la cybersécurité, j'en ai parlé. Les applicatifs métiers, ça peut être soit du back-office comme HubSpot, ServiceNow, Workday qui s'occupe des gestions de frais de personnel ou SAP qui est un ERP. Mais après, vous avez des trucs fonctionnels comme Braze. Braze, c'est un super applicatif pour faire son marketing, tout comme les HubSpot avec le CRM, Bill pour payer ses factures. Mais Procore, c'est un outil qui va remplacer Je vous donne un exemple rapide parce que je trouve que c'est extrêmement parlant de notre thématique. Dans la construction, aujourd'hui, pour les gros projets de construction, il y a plusieurs centaines d'intervenants en général et leur interface commune, c'est Excel. D'accord ? Et donc, parce que c'est Excel, on estime qu'il y a il y a des erreurs qui sont commises qui coûtent à peu près 5% des projets de construction aujourd'hui. 5%. Donc, Procore, c'est l'illustration même de comment est-ce que je gagne de l'argent en dépensant un minimum, puisque c'est un abonnement qui permet d'interfacer tous les intervenants sur un chantier de construction et donc de savoir qui intervient à quel moment, même d'organiser les paiements entre les intervenants. Et donc, ça permet d'effacer les fameux 5% de coûts liés aux erreurs je m'interface avec Excel, je t'envoie l'Excel, tu rentres tes trucs, etc. Donc, ça, c'est le concurrent de Procore, c'est qui ? C'est Excel. Donc, on a un marché adressable total qui est colossal de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et aujourd'hui, le seul acteur qui s'y attaque vraiment, c'est Procore. Donc, c'est vraiment une illustration passionnante des possibilités offertes par le cloud. Allez, encore quelques questions et puis après on va clôturer. Tu parlais tout à l'heure d'un exemple comme McAfee qui a complètement disparu. Ouais. C'est quoi le risque aujourd'hui dans les boîtes du portefeuille, dans l'univers dans lequel on est d'ailleurs, d'avoir qu'à un moment donné une rupture technologique ou un acteur qui viendrait faire disparaître HubSpot ou Adyen ou un autre par exemple. Ouais. C'est quoi ces niveaux de risque-là ? Donc ça c'est une question, puis je t'en repose une autre dans la même. Vas-y, réponds à celle-là. Alors le cloud, c'est la disruption. Les acteurs dont on parle sont la disruption. Donc on est en pleine phase, justement, quand je vous avais parlé de Procore, on est en pleine phase de disruption d'acteurs dits legacy, d'accord ? Dans les ressources humaines, c'était ADP et Paychex sont en train de sortir progressivement de ces marchés à la faveur de Workday, Paycom, enfin tous les acteurs. Donc il n'y a pas véritablement dans le logiciel de disruption. Il y a une disruption envisageable qu'on observe avec attention autour de ce qu'on appelle l'IA agentique. L'IA générative aujourd'hui, comme je vous disais, elle favorise le logiciel puisqu'elle permet d'automatiser des fonctions de l'homme, et l'homme, c'est ce qui coûte cher dans l'entreprise. Mais il y a un moment où ce qu'on appelle l'IA agentique, c'est une IA qui est capable, en fait, aujourd'hui, si vous utilisez Copilot, ça vous permet d'améliorer vos emails, ça vous permet d'écrire un Word plus rapidement, etc. L'IA agentique, c'est une IA qui peut aller agir sur plusieurs applicatifs par elle-même. Par exemple, un copilot de demain, agentique, ça serait je fais un PowerPoint, et je demande au PowerPoint d'aller chercher des données dans un Excel, d'aller fouiller dans mes emails pour retrouver une citation de quelqu'un, etc. Donc ça, c'est une IA agentique et donc tout d'un coup, on pourrait avoir des logiciels qui ne sont plus une interface homme-machine, mais qui sont une interface machine-machine. C'est-à-dire l'homme ne va plus en direct sur le logiciel, il utilise son agent qui, lui, va agir sur le logiciel. Et ça peut changer le mode de consommation du logiciel. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui toute faite sur il va se passer ceci ou cela. C'est quelque chose qu'on observe. Nous, on pense que le logiciel va continuer à avoir sa place parce qu'en fait, le logiciel, c'est aussi l'interface de collecte des données. C'est pour ça qu'il y a même des logiciels legacy qui valent encore beaucoup d'argent. Ils sont plus très fonctionnels, mais ils ont collecté tellement de données. Il faut se souvenir que l'année dernière, Google a essayé de faire une reprise de HubSpot. C'est pas que Google s'est dit du jour au lendemain, on va faire un CRM.
c'est que Google voulait mettre la main sur un outil pour collecter des données. Donc, le logiciel garde cette primeur sur la donnée. Mais après, il faudra se poser la question sur voilà, comment est-ce que l'IA agentique peut modifier les consommations de logiciels. Je dirais que c'est notre boulot de tous les jours. Donc, on se pose des bonnes questions là-dessus et on va, du coup, aller investir sur les bons acteurs. Alors, dernier lot de questions. Alors évidemment, l'ensemble de la présentation va vous être envoyé, le replay va vous être envoyé. Donc ça, c'est pour la partie technique. Une question sur le private equity. Aujourd'hui, tu disais, il y a des boîtes qui sont pas encore cotées, qui pourraient se coter. Est-ce qu'il y a une compète avec le private equity? Est-ce qu'à un moment donné, des boîtes peuvent se dire, finalement, où je sors de la cote pour aller sur le private equity ou inversement? C'est quoi le lien entre cette hyper croissance dont on parle et les fonds de private equity qui ont les poches pour certains un peu pleines, qui permettrait de faire autre chose? Est-ce que c'est un compétiteur pour nous? Et juste, je réponds aussi à une autre question dans la question. Dans le fond, il n'y a pas de boîte non cotée. C'est que les actifs cotés, liquides tous les jours. C'est un fonds UCITS. Donc, il n'y a pas la capacité à acheter du non coté à l'intérieur du portefeuille. Non, c'est vraiment, on est sur du pure UCITS. On est sur des boîtes qui, en moyenne, ont une capi de 20 milliards de dollars. Donc, on est ultra liquide, etc. Mais pour répondre à cette question-là, c'est une vraie bonne question pertinente parce que on se pose tous un peu la question aujourd'hui des marchés cotés, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et aux États-Unis, effectivement, dans la tech, on voit que le private equity tech, qui était avant ce qu'on appelait le venture, qui s'intéressait à des entreprises en perte à forte croissance, puis à un moment ou l'autre arriver vers le marché pour les vendre une fois que c'était assez mature. Et on voit de plus en plus de transactions de taille importante d'entreprises qui, il y a quelques années, se seraient cotées en bourse. Je pense notamment à Databricks, qui est un concurrent d'une entreprise du portefeuille qui s'appelle Snowflake, où Databricks vient de faire une levée de fonds de 10 milliards de dollars sur une base de valo de 63 milliards de dollars. Il faut savoir que Snowflake, qui est coté depuis 2020, ça fait à peu près la même taille que Databricks, ça vaut 57 milliards de dollars. Donc, on est dans les mêmes quantums. Et c'est vrai qu'on est un peu embêté de voir qu'il devrait y avoir beaucoup plus de cotations en bourse. En fait, il n'y en a eu que 3 dans notre domaine l'année dernière, une l'année d'avant. Et nous, on pense qu'on a 150 qui, théoriquement, devraient se coter. Donc, la question, je n'ai pas une réponse définitive là-dessus. Les poches sont pleines sur le private equity qui fait que, effectivement, il y a certaines boîtes qu'on ne voit pas sortir sur les marchés pour l'instant. On pense qu'à un moment ou l'autre, elles vont devoir sortir. On pense quand même qu'il y en a pas mal qui se préparent à faire des intros en bourse. Donc, on devrait avoir un peu plus d'intros en bourse, mais la réponse est catégorique. Oui, le private equity est une concurrence. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu ou on n'a pas répondu, je m'en excuse, mais globalement, on a fait un bon retracé de l'ensemble des questions que vous avez posées. Bien évidemment, Paul et moi, on est à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Donc, vous allez recevoir le replay, vous allez recevoir l'ensemble de la présentation. S'il y a des plateformes assurances qu'on n'a pas citées ou sur lesquelles vous souhaitez que le fonds soit référencé, bien évidemment, comme d'habitude, vous nous envoyez un mail et nous, on fera le nécessaire, mais je pense qu'on a à peu près répondu à tout le monde. Merci à tous pour votre attention. Louis, merci infiniment. Moi, ça fait à peu près 60 fois que je l'écoute, cette présentation, mais je trouve qu'elle est assez instructive et surtout, elle est véritablement vivante parce que la matière l'est par définition. Et pour le coup, tu l'as aussi très bien dit tout à l'heure, quand on regarde la structuration des portefeuilles des clients aujourd'hui, on s'aperçoit que quand même, cette pénétration de l'univers technologique est vraiment encore embryonnaire. Vraiment. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour moi. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de place à l'intérieur des portefeuilles des clients. Et bien évidemment, on sait aussi qu'en Europe continentale, les clients particuliers ont plutôt historiquement, alors malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais ont plutôt une appétence et un biais d'investissement plutôt domestique. Et donc, on investit plutôt autour de chez nous sur ce qu'on a l'impression de comprendre. Là, il faut comprendre que cet univers-là et cette thématique-là, si on pouvait faire des boîtes 100% européennes, on ne se priverait pas de le faire. Mais il se trouve que la logique aujourd'hui, c'est de trouver les meilleurs acteurs pour effectivement à la fin construire un portefeuille qui va avoir des niveaux de performance qui vont satisfaire tout le monde. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est plus aux États-Unis, mais au bout du compte, on a aujourd'hui cette capacité en France, Louis avec son équipe, de faire des choses. Et je pense qu'honnêtement, c'est extrêmement intéressant de pouvoir voir tout ça. On refera cette présentation parce qu'elle est vivante et que des choses vont se passer sur le marché. Mais il nous semble qu'en plus, oui, est-ce que c'est l'année du logiciel? On espère que oui, on pense que oui. Et il y a beaucoup d'arguments aujourd'hui qui sont des arguments
totalement concret, totalement palpable. C'est pas des arguments fumeux de on pourrait imaginer que. Enfin voilà, tout ça est quand même est très tangible et c'est un mot que j'aime bien et qu'on retrouve vraiment ici. Donc merci infiniment à tous pour votre participation. Louis, un grand merci et on vous dit à très bientôt et passez un bon week-end. Au revoir.